jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Ces mots de Simone de Beauvoir furent prononcés en 1974. À la lumière du présent, il nous livre un constat terrible. L'histoire des droits des femmes a quelque chose d'implacablement répétitif. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des grands débats. Pendant une heure, nous allons revenir ensemble sur les lois emblématiques de cette année parlementaire. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022. C'est une journée dite d'initiative parlementaire, c'est-à-dire qu'elle est réservée à un groupe d'opposition qui dispose de la séance jusqu'à minuit. Ce jeudi-là, c'est la France Insoumise qui fait son ordre du jour. Le groupe a décidé de porter un texte unique, une proposition de loi pour inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. La parole est à Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. S'il est un invariant de notre civilisation humaine, c'est la domination des hommes sur les femmes et les velléités de contrôle sur leur corps. Les États-Unis, la Pologne, la Hongrie, l'Italie et d'autres pays en Europe se sont déjà engouffrés dans cette guerre impitoyable, réduisant les femmes à un sort misérable. Nous savons qu'à chaque sursaut réactionnaire, les droits des femmes sont en première ligne. J'ai une pensée émue pour Isabelle et Agnieszka, deux femmes polonaises mortes de ne pas avoir pu avorter dans de bonnes conditions. Car, collègues, la restriction des droits sexuels et reproductifs n'a jamais abouti, jamais, à une diminution du nombre d'avortements. Les femmes ont toujours avorté, même au péril de leur vie. Avant 1975, si les mieux lotis partaient à l'étranger, les autres ingurgitaient de l'eau oxygénée, du détergent, du vinaigre, s'introduisaient dans l'utérus une aiguille à tricoter, un épi de blé, une brosse à dents, de l'eau savonneuse pour mettre un terme à leur grossesse. Voici la réalité des sévices que des femmes pouvaient s'infliger, entraînant parfois leur mort. Car oui, la seule conséquence de la privation des femmes du droit à avorter, c'est l'avortement clandestin et le plus souvent la mort. Le destin de ces lois pour les femmes est toujours funeste. Le texte déposé par la France Insoumise vise à inscrire deux droits dans la Constitution. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse et le droit à la contraception. Le texte a été rédigé après le recul constaté dans certains pays comme aux États-Unis ou en Pologne. La chef de file des Insoumis estime que ces deux droits doivent aujourd'hui être protégés en France. Introduire le droit à la contraception et à l'avortement dans notre Constitution, c'est conjurer ici cet effroi qui nous saisit lorsqu'ailleurs, les droits des femmes font l'objet de coups de boutoir. Il s'agit de donner un socle à notre vigilance afin de parer au basculement imprévisible dont seule l'histoire humaine a le secret. Certes, nous le faisons en conscience qu'il n'est de marbre assez tenace pour y graver un droit pour l'éternité. Mais les droits fondamentaux, à nos yeux, doivent bénéficier de la plus grande garantie que nous pouvons leur conférer. Cette proposition de loi vise à se prémunir d'une régression en faisant de l'attente à ces droits la tâche la plus ardue possible. Quiconque souhaitant s'y attaquer devra avoir les mains liées. Notre souhait est clair. Nous ne voulons laisser aucune chance aux personnes hostiles à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Voici la question posée en creux de ce texte. Souhaitez-vous laisser une chance aux pourfendeurs du droit à l'avortement et à la contraception ? Si votre réponse est non, vous n'avez plus qu'à le voter, car comme nous, vous trouveriez insupportable un recul sur ces droits. En revanche, si vous souhaitez leur laisser une chance, soyez clairs sur le fond. Car à vous entendre, il n'y aurait ici que des obstructeurs, mais personne d'hostile à l'interruption volontaire de grossesse. Cessez d'avancer masqués. Quels propos les femmes n'ont-elles pas entendus sur le droit à disposer d'elles-mêmes ? Vos amendements nous servent les poncifs les plus équelés. Les femmes devraient avoir l'autorisation de leur compagnon ou de leur mari pour avorter. Les mineurs devraient être privés de ce droit. L'embryon et le fœtus seraient des enfants à naître. L'avortement devrait être présenté comme un drame. Oui, l'histoire a quelque chose de terriblement répétitif. Des années 70 à nos jours, la teneur des débats n'a pas changé. Ici même, les frontières s'effacent. Le prétendu cordon sanitaire qui sépare les différentes nuances de droite devient lâche.
Ainsi, les amendements LR se confondent avec ceux de l'extrême droite, tous deux réunis dans une même passion hostile aux droits des femmes. Un continuum misogyne se dessine sous nos yeux. Collègues, vos résistances n'ont rien d'original, tant le contrôle du corps des femmes s'inscrit dans une histoire millénaire. Sachez que la bigoterie parlementaire est un oxymore. Le sort des femmes n'a pas à dépendre de vos conservatismes personnels. Vous pensez appartenir à vos convictions quand vos convictions n'appartiennent qu'à la longue histoire de la domination masculine. Ailleurs, vos avatars voient leur monde mourir et tenter d'y donner un dernier sursis. C'est donc dans ce moment précis de l'histoire que le Parlement s'honorerait à voter cette proposition de loi. En introduisant ces droits dans la Constitution, la France s'illustrerait comme une nation pionnière en matière des droits des femmes. C'est avec cette certitude que nous avons collectivement réfléchi aux différentes rédactions possibles de ce texte. Il s'agit d'un travail transpartisan et je tiens ici à saluer et à remercier mes collègues M. Balanan, Mme Violent, Mme Battistel, Mme Faucillon et M. Yordanov. Introduire le droit à la contraception et à l'avortement dans notre Constitution, c'est aussi formuler la promesse suivante aux nouvelles générations. Vos mères ne seront pas mieux protégées que vous. C'est faire acte de progrès humain en affirmant collectivement la nécessité de ces droits. C'est une manière de briser enfin cette partition historique entre la sphère privée et politique, voulant que les droits sexuels et reproductifs soient impropres à entrer dans notre texte suprême. Les droits à l'avortement et à la contraception vont de pair et ne sont pas une affaire de bonnes femmes. Ces droits ne doivent être cantonnés à la sphère du domicile, assignant les femmes à des tâches silencieuses de reproduction sociale. Non, les droits sexuels et reproductifs sont la condition de possibilité de notre communauté politique et relèvent de l'égalité et de la citoyenneté. Collègues, j'achève en vous disant que je ne suis pas venue seule ici. Une pétition a d'ores et déjà recueilli 160 000 signatures citoyennes pour l'inscription de ces droits dans la Constitution. Car derrière une proposition de loi, il y a toujours une foule guidée par une inlassable quête d'émancipation, de maîtrise de sa propre existence, une foule de femmes et d'hommes, de militantes infatigables, d'associations et de collectifs sans lesquels un droit n'affleure pas auprès du grand nombre comme une nécessité. Collègues, aujourd'hui, nous pouvons tenir le fil de l'histoire. Le vote de ce texte sera, je l'espère, une forme d'hommage à leur juste combat. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Le gouvernement soutient la proposition de loi constitutionnelle de la France insoumise. À la tribune, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, défend une réforme indispensable, gravée dans le marbre de la Constitution, un droit essentiel. Le gouvernement est favorable à l'inscription du droit à l'IVG dans notre Constitution. L'histoire fourmille d'exemples de libertés fondamentales que l'on croyait acquises et qui, pourtant, ont été rayées d'un trait de plume par les événements, les crises ou les lames de fond. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit des droits des femmes parce que nos sociétés les ont en réalité bafoués durant des siècles. Les événements qui se déroulent hors de nos frontières, partout dans le monde, nous le démontrent avec force et acuité. C'est ce que nous rappelle la décision de la Cour suprême des États-Unis de juin dernier. Le droit à l'avortement, qu'on croyait acquis depuis 50 ans, ne l'était en réalité pas du tout. Désormais, l'interruption volontaire de grossesse n'est plus un droit garanti par la Constitution fédérale des États, et les États fédérés sont donc libres de l'interdire, et pour certains d'entre eux, ils ne se privent pas de le faire. Parce que nous avons en effet désormais la preuve que plus aucune démocratie, pas même l'une des plus grandes d'entre toutes, n'est à l'abri. Il nous faut rester évidemment toujours particulièrement vigilants. Les auteurs de la présente proposition de loi, Madame la Présidente Panot,
propose d'inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, et j'entends déjà murmurer dans un premier temps, et puis s'élever des voix pour dire que l'exemple américain n'est pas transposable en France parce que le droit à l'IVG y est bien protégé. Il est vrai que nos institutions fonctionnent différemment et que le Conseil constitutionnel français n'est pas la Cour suprême américaine. Il est vrai aussi que le droit à l'IVG a été conforté au fil des ans depuis qu'il a été consacré pour la première fois dans notre droit par la loi Veil du 17 janvier 1975. Je pense ici à la dernière loi en date du 2 mars 2022, portée par votre ancienne collègue Alban Gaillot, qui a allongé le délai légal pour recourir à l'IVG en le portant de 12 à 14 semaines. Je pense aussi aux lois qui ont précédé, comme par exemple la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui a supprimé le critère de la situation en détresse. Ou encore, avant, la loi dite Neyers du 27 janvier 1993, qui a dépénalisé l'auto-avortement et créé le délit d'entrave à l'IVG. Pour autant, vous le savez, gravé dans le marbre de notre Constitution, le droit fondamental à l'IVG me paraît plus que nécessaire en ces temps agités. D'abord, cette inscription aurait une valeur symbolique et bien sûr également juridique. La Constitution est le texte fondateur de notre État de droit, le socle commun des valeurs et des libertés fondamentales de notre société. Inscrire l'IVG dans notre texte fondamental permettrait de consacrer comme un droit fondamental et non simplement comme une liberté-autonomie. Ensuite, parce qu'il faut bien convenir de cette évidence, changer la Constitution est beaucoup plus difficile que changer la loi. Aujourd'hui, protégé au niveau législatif, le droit à l'IVG sera demain protégé au niveau constitutionnel. Cela signifie que le législateur ne pourra pas le remettre substantiellement en cause, seul le pouvoir constituant le pourrait. La démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux sont des biens précieux. Il est de notre devoir de les préserver, alors ne prenons pas de risques et protégeons le droit à l'IVG. J'observe que le droit à l'avortement, largement partagé au sein de l'Union européenne, a toutefois, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente Panot, été récemment remis en question par plusieurs de nos voisins européens. En Hongrie, par exemple, les femmes ne peuvent plus avorter sans avoir préalablement dû écouter le battement de cœur du fœtus. Certes, il m'est difficile, bien sûr, de me mettre à la place des femmes qui subissent cela, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant, dans le silence et le recueillement peut-être, sur la violence inouïe qu'une telle obligation inflige aux femmes hongroises. Je le dis tout net, tant que je serai garde des Sceaux et tant que cette majorité gouvernera notre pays, nous ne permettrons jamais qu'une telle violence soit imposée aux femmes françaises. Mesdames, Messieurs les députés, ne vous trompez pas. Inscrire aujourd'hui le droit à l'IVG dans notre Constitution n'est pas une mesure gadget, un artifice de communication ou un mouvement de panique face à un exemple lointain. Inscrire le droit à l'IVG, cette liberté fondamentale et inaliénable de la femme, c'est une sécurité pour toutes les femmes de notre pays,
les temps troublés et les remous ne sont jamais loin dans le frêle esquif de la démocratie. Faites en sorte que nous ne lamentions pas de ne pas avoir sauvegardé aujourd'hui ce droit fondamental qui pourrait être remis en cause demain. La nuit dernière, ce sont encore, vous allez comprendre, des dizaines d'amendements, de sous-amendements qui ont été déposés, sans répit. Et ce, alors même que le sujet qui nous réunit ce matin, particulièrement important, particulièrement grave, de quoi parlons-nous? Nous parlons du droit des femmes à disposer de leur corps. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est une condition indispensable à l'émancipation des femmes, sans laquelle l'égalité, principe absolument cardinal de notre République, en vertu de l'article 2 de la Constitution, ne saurait être pleinement respectée. Je le répète, pour ces messieurs, dames qui produisent des amendements comme on produirait des gravillons pour gripper la machine, la volonté politique est là. Le gouvernement est favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. L'Assemblée nationale, je l'espère, sera favorable à l'IVG dans la Constitution. Et je ne perds pas espoir, avec un dialogue nourri et un travail approfondi, le Sénat sera peut-être favorable à l'IVG dans la Constitution. C'est pourquoi je vous le dis à tous, comme je l'ai dit à vos collègues sénateurs le mois dernier, travaillons encore, cheminons ensemble afin de mener à bien cette réforme historique pour dire avec la plus grande force qui soit aux générations actuelles et futures de Françaises, mesdames, votre corps vous appartient, point à la ligne. Une large majorité de l'hémicycle est favorable à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, avec le soutien d'une partie de la droite et de l'extrême droite. Mais certains au Rassemblement national et chez les Républicains dénoncent un manque de limite à ce droit. Alors, ils déposent des dizaines et des dizaines d'amendements faisant ralentir les débats. Il y a un vrai paradoxe parce que les arguments que vous avancez, effectivement, sont des arguments qui vont en faveur du fait de dire attention, dès qu'on constitutionnalise, il y a un certain nombre de problèmes. Et le vrai paradoxe, c'est que le comité Veil de 2008, qui s'est penché sur cette question, est-il ou non opportun d'inscrire des droits et des principes fondamentaux nouveaux dans la Constitution, avait répondu par la négative. Ce comité était présidé par Simone Veil elle-même. Alors évidemment, il n'était pas spécifiquement cas de l'IVG, mais cette question a été abordée. Donc il y a vraiment un débat de fond et je pense que nous ne devons pas esquiver les incidences lorsque l'on inscrit quelque chose dans la Constitution. En fait, ce que l'on oublie de dire et ce qui n'a pas été mentionné ce matin, c'est tout le risque systémique. Parce que quand vous inscrivez un droit, eh bien, ce qui peut se passer, on peut en affaiblir d'autres, notamment quand il s'agit de lois. Or, c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut voir l'incidence globale lorsque l'on fait quelque chose. Quant à la loi Veil, ce que je voudrais rappeler, ce qui a été fait excellemment par notre collègue Josiane Cornenou il y a quelques instants, c'était de dire que c'est une loi d'équilibre. Et cette loi, elle avait un objectif principal, c'était évidemment consacrer la liberté de la femme, mais c'était aussi la protection de la vie à naître. Et vous voyez bien que cette question-là, nous devons bien pouvoir l'aborder parce que c'est de cela dont il s'agit. Est-ce que l'on constitutionnalise un équilibre ou est-ce que l'on constitutionnalise quelque chose qui serait déséquilibré? C'est la raison pour laquelle nous portons cet amendement qui serait une manière de maintenir un équilibre. Merci, monsieur le député. Allez-y, chers collègues. Moi, je voudrais recadrer un petit peu le débat. Voilà, j'étais chirurgien, je ne l'exerce plus, mais j'ai connu l'époque avant 1975 et après 1975. Et je peux vous dire que remettre en question, même de façon conceptuelle, le droit à l'IVG serait une catastrophe. J'ai connu les réparations, j'ai connu les morts, j'ai connu les urgences. Voilà. Et donc,
Il est clair que pour moi, ce débat, je le suis depuis ce matin, a créé beaucoup d'émotions et je vous demande d'en tenir compte. Ensuite, quand j'entends dire que c'est par un manque de moyens qu'on ne pourrait pas actuellement assumer les demandes d'IVG, je pense que c'est un très mauvais argument parce que dans les années 80, il n'y avait pas de pénurie du chirurgien, il n'y avait pas de pénurie de structure et les obstacles, c'était les médecins qui ne voulaient pas assumer le droit de faire des IVG. Et leur argument, je l'ai vécu, c'était de dire « je ne suis pas formé pour faire les IVG ». Alors que la formation d'un chirurgien, bien entendu, permet de faire des IVG. Donc moi, je vous dis, réfléchissez, faites attention. C'est un sujet qui peut être catastrophique parce que la protection du corps de la femme, etc., tout ce qui a été dit, c'est fondamental et ça mérite une inscription dans la Constitution. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 48 qui a reçu un double avis défavorable commission et gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 272, exprimé 231, majorité 116 pour 35 contre 196. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous arrivons, avec l'examen de cet article unique, avec les amendements et sous-amendements que nous allons discuter, sur le fond, effectivement, de cette proposition de loi constitutionnelle. Et la question, on va le voir, c'est pas pour ou contre l'IVG. La question, c'est bien pour ou contre l'IVG inconditionnel. On voit bien qu'il y a deux conceptions et on va pouvoir le voir à travers tous ces amendements. Il y a ceux qui fondent le droit à l'IVG uniquement sur la liberté de la femme, en disant c'est la liberté de la femme et à partir de là, il y a un droit qui doit effectivement être exprimé et qui s'oppose à toute autre considération. Il y a une autre conception qui est celle que nous défendons, qui consiste à dire bien sûr qu'il y a cette liberté de la femme, mais il y a un autre principe qui est celui de la protection de la vie à naître et qu'il faut trouver cet équilibre. Cet équilibre, il se trouve difficilement. Les débats de la loi Veil montrent bien que ça avait été douloureux comme débat, mais c'était à la fois dire oui, il y a bien une liberté de la femme à disposer de son corps, ce n'est pas un droit absolu. Et il y a la protection de la vie à naître, parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de conditions, notamment de délais. Et la question que je voudrais vous poser, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, c'est de dire pourquoi vous maintenez encore des conditions de délai si vous êtes incapable de reconnaître la protection de la vie à naître? Si vous êtes uniquement sur la liberté de la femme, rien ne devrait s'opposer à cette liberté, ni conditions particulières comme il pouvait exister, soit ou qui continuent à exister aujourd'hui avec effectivement ces délais. Ces délais, ils sont là parce qu'effectivement, il y a une interrogation qui reste un mystère qui se pose à l'humanité depuis ses débuts, de savoir ce qu'est un embryon, ce qu'est un fœtus. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons y répondre, on va continuer à s'interroger, chacun et aussi collectivement sur ce mystère de la procréation. Mais il faut qu'on puisse dire oui, il y a bien un principe de protection de la vie à naître à côté du principe de la liberté de la femme. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. L'amendement numéro 1, Madame Ménard. Merci, Madame la Présidente. La loi du 17 janvier 1975 sur l'IVG énonce, dans son article 1er, que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Ce principe législatif était, lors du débat de la loi de 1975, un élément essentiel qui avait conduit à accepter une suspension, c'était le terme qui avait été employé par l'article 2 de la loi, des dispositions du Code pénal réprimant la pratique de l'avortement. Il s'agissait d'équilibrer les droits de la mère et ceux de l'embryon en posant une règle dérogatoire au respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Alors, si votre proposition de loi constitutionnelle était votée, elle s'imposerait à cette législation qui deviendrait en quelque sorte sans objet. C'est l'ensemble de l'édifice législatif relatif à l'IVG qu'il faudrait modifier. Procéder à ces modifications, alors que le recours à l'IVG est en aucune façon menacé en France. Je vous rappelle qu'il y a plus de 220 000 IVG par an en France. Sous la pression d'une décision de la Cour suprême des États-Unis, qui n'a aucun rapport avec le système français,
me paraît parfaitement inutile et dangereux pour notre Constitution, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler en discussion générale. Mes chers collègues, vous agitez les peurs pour faire croire aux Français que l'avortement serait menacé en France. Quelle imposture! Citez-moi une décision du Conseil constitutionnel qui aurait tenté de le remettre en cause. Vous n'en trouverez pas, et pour cause, il n'y en a pas. C'est pourquoi je demande la suppression de votre article. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. L'amendement 192, Madame Blin. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement de suppression est en réalité un amendement de cohérence. Parce qu'après avoir modifié l'ordre du jour au détriment de discussions autour de la question du pouvoir d'achat que vous avez refusé de mener dans cet hémicycle, vous avez, et vous ne l'assumerez d'ailleurs certainement pas, essayé, et vous avez trouvé un accord avec le gouvernement pour réussir à trouver une nouvelle formulation et éviter un nouveau débat constitutionnel la semaine prochaine. Donc en réalité, vous saviez pertinemment que le dispositif initialement écrit ne tenait pas et ne pouvait pas être adopté tel que. Donc clairement, aujourd'hui, voter la suppression et maintenant la suppression est tout à fait cohérent. Sur le fond, vous importez un débat qui vient des États-Unis, alors même qu'en France, il n'est absolument pas question de remettre une entrave quelconque à l'IVG. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est tout à fait constante à ce sujet. Et d'ailleurs, je rappellerai à l'ensemble des élus tenants et partie prenante et fervents défenseurs d'Emmanuel Macron qu'en 2018, Agnès Buzyn, Nicole Belloubet, qui était alors ministre, avait affirmé devant le Parlement l'inutilité d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution en raison de l'extrême solidité de sa protection constitutionnelle. Donc l'amendement de suppression est aujourd'hui parfaitement opportun. Merci, Madame la députée. Le 264, Monsieur Le Fur. Oui. Ça a été dit par ma collègue Madame Blin, ça a été dit par Josiane Cordelou également. On importe un débat américain qui n'a rien à voir ici. Le débat américain, c'est un débat entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des États. Ici, nous avons un seul législateur. Il n'y a donc pas ce sujet. Vous voulez absolument le faire alors que se pratiquent en France 220 000 avortements. Est-ce que certains veulent augmenter ce chiffre? J'ose espérer que non. Donc ce n'est pas le sujet. Nous ne sommes dominés en matière de nombre d'avortements que par un seul pays. La Russie de M. Poutine. Est-ce que c'est un exemple? Je ne crois pas. C'est révélateur surtout des troubles, des difficultés, des drames de ce pays. Donc, nous considérons que cet amendement dans la Constitution n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas souhaité. Je vous renvoie également à Simone Veil elle-même, qui a présidé une commission constitutionnelle en 2008 et qui avait dit son opposition à la constitutionnalisation de l'avortement. Je vous renvoie à Madame Braun-Pivet, qui disait la même chose il y a quelques mois. Je vous renvoie à Philippe Bas, qui s'est exprimé au Sénat. Philippe Bas fut le collaborateur de Simone Veil. Il y avait un équilibre dans les dispositions qui étaient mises en avant par Simone Veil. Il y avait un équilibre dans ce fameux discours du 26 novembre de 1974 que je vous invite à relire. Eh bien, cet équilibre, vous êtes en train de le casser. C'est ça le sujet. Et c'est pour ça que nous sommes mobilisés. Nous considérons que ces affaires sociétales ne peuvent pas être prises avec des slogans, mais doivent être prises avec toutes les précautions nécessaires. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, je vais être défavorable à ces 3 amendements de suppression. Et je veux répondre à certains des arguments qui ont été avancés et qui seront réavancés. Madame Ménard, vous dites l'avortement et le droit à l'avortement n'est pas en danger aujourd'hui en France. Et en quelque sorte, Madame Blin, vous l'avez dit aussi, nous sommes en train d'importer un débat des États-Unis. Je voudrais dire d'abord que c'est faux pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez raison, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a toujours été en faveur du droit à l'avortement. Mais parce qu'on l'avait saisi sur des textes qui allaient justement en progrès sur le droit à l'avortement. Si le Conseil constitutionnel était saisi sur les amendements que vous avez déposés, Madame Ménard, parce qu'au fond, vous cherchez des prétextes, parce que la question n'est pas est-ce qu'on veut inscrire ou pas le droit à l'IVG dans la Constitution. Pour vous, est-on pour ou contre le droit à l'avortement? C'est ça que vous êtes en train de poser. Pourquoi? Parce que si le Conseil constitutionnel était saisi par les amendements de Madame Ménard,
qui propose que le mari ou le compagnon puisse interdire à une femme d'avorter. C'est ce que vous proposez dans vos amendements. Lorsqu'on pourrait aller vers des questions de délai, vers des questions de réduction des gratuités, eh bien, je vous le dis, ça peut arriver dans notre pays. Et nous avons aujourd'hui, dans le groupe de 89 députés Rassemblement national, des députés qui sont capables de dire après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par des migrants, qui sont capables de dire, de comparer l'allongement de délai d'avortement à 14 semaines au génocide arménien, rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh, excusez-moi du peu, l'IVG reste un délit, donc un acte intrinsèquement mauvais. Vous êtes capable de dire, au moment de l'anniversaire de la loi Veil, sinistre anniversaire, hommage aux millions de victimes de l'avortement, non à la culture de la mort, oui à la vie, ou encore l'avortement est un génocide de masse. Donc oui, aujourd'hui, cette question pourrait se poser, et si nous la posons dans la question de la Constitution, c'est parce que nous pensons le temps long. Et le temps long permet justement d'inscrire une protection supplémentaire sur la question du droit à l'avortement, qui, je crois, est nécessaire aussi dans notre pays, surtout quand on regarde ce qui se passe, y compris en Europe. Je termine sur un point. Trouvez les prétextes que vous le souhaitez pour ne pas dire que vous êtes contre l'avortement. Mais juste la question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire l'avortement, je le dis, le droit à l'avortement, tel qu'il est aujourd'hui, en termes de délai, en termes de gratuité et autres, tel qu'il est aujourd'hui dans la Constitution, ou est-ce que, en refusant de l'inscrire dans la Constitution, vous fragilisez le droit à l'avortement dans notre pays? Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le garde des Sceaux. Et si, Madame la députée Ménard, légiférer, c'était aussi prévoir. Mais vous dites, c'est un débat... Oui, ben attendez, c'est pas votre tour de parole, vous allez me laisser finir mon propos si vous le voulez bien. Et si Madame Ménard disait, avant d'être interrompue, légiférer, c'était prévoir. Alors vous me dites, oui, l'Atlantique nous sépare de tout cela. Mais pardon de vous le dire, qui sont ici les amis de M. Trump? Qui sont les amis de M. Orban? Qui, pardonnez-moi, ont mis un système de torture qui consiste à obliger les femmes qui veulent se faire avorter, et pardon de le dire, on n'avorte jamais par plaisir, je suis un homme, ça a été rappelé tout à l'heure, mais enfin, je pense avoir suffisamment de sensibilité pour le comprendre, on oblige ces femmes à écouter le cœur battant du fœtus qu'elles portent dans leur ventre. Et qui, Madame Ménard, est proche du gouvernement italien qui déjà a manifesté un certain nombre de restrictions quant au droit à l'avortement. Alors, prévoir l'avenir, ça n'est pas non plus, Madame Ménard. Regardez le Conseil constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui et en qui les Républicains ont toute confiance. C'est l'imaginer comme il pourrait être dans 20 ans, voyez-vous. Et pardon de vous dire, qui, si ce n'est l'une des porte-paroles du FN, Madame Laure Lavalette, a souhaité en 2014 abroger le droit à l'avortement dans une tribune qu'elle a signée. Et enfin, ça vient d'être rappelé, quand vous évoquez les avortements, vous parlez de milliers de victimes, alors que chez vous, on envisage de laisser les migrants, Monsieur Odoul, mourir de froid à la frontière polonaise. Le Rassemblement national défend, lui, l'inscription dans la Constitution des articles du Code de la santé publique qui se rapportent à l'avortement. Ils estiment que ce droit n'est pas menacé en France. C'est en tout cas l'avis de Marine Le Pen au début des débats. Il y a une vraie malhonnêteté, encore une fois, à faire croire que la question est de savoir si on est pour ou contre la possibilité de recourir à une IVG. C'est évidemment pas la question qui est ici posée, puisque, je le rappelle pour la énième fois, pas un seul mouvement politique en France représentatif n'est pour le retrait de cette possibilité pour les femmes. Mais il y a un problème de rédaction. Non mais vous pouvez hurler tout ce que vous voulez, ça n'y changera rien. Il y a un problème de rédaction
dans votre proposition. Le problème de rédaction est le suivant. Et je crois que quand on touche à la Constitution, effectivement, il faut le faire avec une main tremblante. Et le problème, il est double. Il est d'abord que dans la rédaction que vous proposez, il y a une forme d'inconditionnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Ça veut dire que sur le fondement de votre rédaction, pourrait être réclamée demain, d'ailleurs c'est déjà le cas par un certain nombre d'associations, l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 9 mois. Donc à 2 mois, 4 mois, 5 mois. Et ça, clairement, nous y sommes radicalement opposés, pardon, et nous le disons. Il y a également un problème, car je ne suis pas sûre que, compte tenu de cette rédaction, la clause de conscience des personnels de santé soit préservée. C'est la raison pour laquelle je vous propose une solution qui, normalement, devrait plaire à l'intégralité de cet hémicycle et qui consiste à constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire les articles du Code de la santé publique qui sont l'intégralité des articles qui proposent encore une fois cet accès, qui le réglemente, qui en exprime les conditions. Comme ça, l'on est sûr qu'il n'y aura pas dans votre esprit de régression et nous sommes sûrs, nous, qu'il n'y aura pas une augmentation inconsidérée des délais contre lesquels nous sommes, et vous le savez. Après une longue discussion en séance publique et des amendements âprement débattus, un compromis est finalement trouvé. Le député Erwan Balanant, député de la majorité, et la chef de file des Insoumises, Mathilde Panot, proposent un amendement unique qui prévoit l'inscription dans la Constitution de ce droit à l'avortement en abandonnant le droit à la contraception. Voilà, nous avons eu ce matin et en ce début d'après-midi un débat riche et un débat, je pense, qui fait honneur au travail parlementaire. On avait la chance d'avoir 2 propositions de loi sur le même sujet. Proposition de loi de Madame Panot et proposition de loi de Madame Berger. Quelque part, ça nous a donné un temps de réflexion, de travail, un double temps en commission et un travail qui a pu être fait avec une recherche de consensus. Nous y sommes arrivés. L'amendement qui a été voté tout à l'heure, qui est un amendement transpartisan, a été voté dans tous les groupes à la majorité, sauf un, les Républicains. Dans l'ensemble des groupes, majoritairement, tout le monde a voté ce dispositif. Donc nous montrons par ce vote notre capacité à travailler ensemble quand les sujets réclament le dépassement des clivages. Et je pense vraiment que par ce vote, par ce travail, nous honorons le travail, nous honorons ce qu'est le Parlement et nous donnons un message aussi aux Français. C'est-à-dire que parfois, au-delà de nos différences, au-delà de nos contradictions politiques, nous sommes en capacité d'aller dans le sens de la réponse la plus proche aux préoccupations des Françaises et en l'occurrence, sur ce sujet, aux préoccupations des Françaises. La réécriture de cet article unique de la proposition de loi constitutionnelle vise à convaincre le plus de députés possible de voter le texte, mais elle vise aussi à convaincre les sénateurs très réticents à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Encore une fois, ce que l'on peut déplorer, c'est que le gouvernement, là-dessus, a été extrêmement manichéen et que, encore une fois, monsieur le garde des Sceaux, vous avez utilisé un certain nombre d'arguments en disant « il faut constitutionnaliser ». Et lorsque l'on évoque un certain nombre de garanties nécessaires pour maintenir l'équilibre qui était vraiment la base même de la loi Veil, eh bien vous utilisez les mêmes arguments pour dire le contraire. Et ça interroge. Les interrogations aujourd'hui sont quand même extrêmement nombreuses. Et voir aujourd'hui cette alliance entre la majorité présidentielle, le gouvernement et évidemment la NUPES interroge une fois de plus. Pour revenir sur l'écriture de ce texte, je le dirais moi-même, ce n'était pas mon écriture privilégiée au départ, mais en tout cas, c'est aussi le travail du Parlement que d'être dans la recherche d'une voie consensuelle. C'est ce que nous avons fait. En tout cas, je crois qu'avec nous tous ici rassemblés, nous allons pouvoir contribuer
à ce grand pas aujourd'hui vers l'inscription de ce droit dans la Constitution. Je crois que c'est vraiment un jour extrêmement important pour le droit des femmes. Alors maintenant, peut-être, Monsieur le garde des Sceaux, je me tourne vers vous pour vous dire que nous comptons sur vous pour que vous puissiez nous proposer un projet de loi le plus rapidement possible pour que ce soit vraiment une inscription définitive dans la Constitution. Merci à toutes et tous. Nous, écologistes, aurions bien sûr préféré une inscription du dispositif dans l'article 1er de la Constitution et constitutionnaliser aussi la contraception. Ceci étant, l'adoption d'une rédaction commune est une excellente nouvelle. Nous nous en félicitons réellement. En dépit de la tonalité des débats, je le disais, c'est un grand jour. Il faut mesurer que c'est un grand jour. Je souhaite à ce texte une adoption très large dans cette Assemblée et le même succès demain au Sénat. L'inscription de l'IVG dans la Constitution est à portée de main. Je veux dire au nom du groupe GDR-NUPS notre émotion et notre fierté, notre conviction, juste avant de voter ce texte qui va permettre la constitutionnalisation de l'IVG. On sait qu'il y a encore du chemin pour que ce soit réellement effectif. Nous sommes déterminés à mener ce combat pour que ce texte aille jusqu'au bout. Et nous le voyons aussi comme un message de soutien, un message comme un plaidoyer pour l'universalisme de ce droit. Et je crois que notre détermination, eh bien, elle est aussi au service de toutes ces femmes qui, au travers du monde, se battent encore pour un droit à l'IVG. Je pense aux Texanes, je pense aux Hongroises, je pense aux Malgaches, aux Italiennes. Et c'est aussi à elles qu'on dédie ce combat. Et nous sommes évidemment très attachés aux droits des femmes et à leur capacité à décider de leur vie, de disposer de leur corps. Et évidemment, cette discussion, nous l'attendions avec intérêt, étant conscient qu'au-delà de la niche LFI, la majorité présidentielle, en tout cas le groupe Renaissance, avait prévu de déposer le texte dans des conditions à peu près similaires. Nous l'aurions très largement, très majoritairement voté. Et donc nous le ferons aujourd'hui avec force, conscients que les Français, en juin dernier, ont souhaité de fait une représentation proportionnelle de l'Assemblée nationale et qu'il nous appartient donc en sagesse de créer les conditions, quand cela est possible, de convergence. Nous nous réjouissons aujourd'hui que l'ensemble des bancs de l'Assemblée, en tout cas de celles et ceux qui ont travaillé à la rédaction de ce texte et plus particulièrement de l'amendement qui a permis la convergence, soit en situation d'être largement majoritaire. Enfin, je veux dire à certains qui ont usé de faux nez que nous vous voyons. Il aura fallu 2 suspensions de séance au Rassemblement national pour savoir quoi faire. Vous avez des colonnes vertébrales de plastique. Comme la chef a changé, vous allez changer. Nous le regrettons, mais nous savons d'où vous venez. Faisons en sorte de donner de la force à ce texte pour qu'au Sénat, enfin, il trouve écho et résonance. Merci à vous. Peu avant le vote final, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée retire sa proposition de loi qui vise, elle aussi, à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Elle fait cause commune avec sa collègue de la NUPES. On a tous des héritages personnels qui guident nos engagements et qui doivent normalement guider les raisons qui font que nous avons eu envie de devenir parlementaires, de nous exposer et de solliciter le suffrage des Français. La question du combat, des droits des femmes, de leur liberté, de leur émancipation, a toujours été au cœur des combats que j'ai menés. Avant de revenir dans cet hémicycle, puisque je n'avais pas tout à fait prévu d'être là cet après-midi, j'ai appelé une seule personne qui se trouve être ma maman. Et si je vous parle d'elle, c'est parce qu'elle m'a donné l'autorisation de le faire. Ma mère a eu recours à l'avortement à un moment où c'était illégal dans notre pays. Elle y a eu recours, comme peut-être un certain nombre de nos mères, de nos grands-mères. Elle y a eu recours dans un moment où elle risquait la prison et elle risquait sa vie. Où elle a d'abord fait appel à un médecin, vraisemblablement assez connu à l'époque pour cela, mais l'opération ne s'est pas très bien passée. Et comme pour de trop nombreuses femmes, elle a dû ensuite aller à l'hôpital où elle pensait trouver un refuge bienveillant, un refuge accueillant. Elle a été reçue sous une forme d'inquisition, parce qu'on avait bien compris évidemment l'acte
qu'elle avait tenté de réaliser à ce moment-là. Et alors qu'elle était dans les mains de médecins, eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'elle a en effet pu mettre un terme à sa grossesse, mais qu'elle a subi un curetage sans anesthésie. Voilà ce qui se passait. Voilà ce que les femmes subissaient. Voilà ce que nos mères ont pu subir. Voilà ce que nos grands-mères ont pu subir. La question de l'accès à l'IVG, la question de sa protection, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un gain politique, ce n'est pas une question de groupe politique. Les Français, on a cessé de le dire ici, ont d'ailleurs fait en sorte que nous ayons une nouvelle Assemblée et que nous arrivions à démontrer que nous pouvions travailler différemment. Si sur la question des droits des femmes, nous ne sommes pas capables de le faire, alors nous serons capables de le faire sur aucun texte. Et je crois que c'est la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. Alors je le dis très clairement et très nettement, le texte que nous nous apprêtons à voter, et je l'espère avec la plus large majorité possible aujourd'hui, ce texte-là devient le texte de notre Assemblée, devient le texte qui doit toutes et tous nous réunir, devient le texte qui doit pouvoir aboutir, parce que nous ne devons pas finir notre mandat de parlementaire sans que notre Constitution ait été modifiée, sans que l'IVG ait été intégrée à notre Constitution. C'est ça l'engagement que nous devons prendre. C'est ça l'engagement que nous prenons aujourd'hui en votant ce texte. En votant ce texte qui sera le texte unique sur ce sujet. Alors je le dis de manière claire, au nom de toutes les femmes, au nom de toutes nos mères qui se sont battues, au nom de toutes nos filles qui n'ont plus jamais à devoir se battre, je l'espère, oui, je suis ici pour cela, pour voter ce texte, et j'espère qu'il sera voté de manière très large aujourd'hui. La parole est à Madame Pascale Borg pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, il nous faut rester vigilants, car nous avons évité le pire aujourd'hui. Oui, le texte initial qui était proposé avait pour objet de créer un droit inconditionnel à l'IVG et de faire en sorte que certaines femmes puissent avorter à 8 ou 9 mois, ce qui est inadmissible et totalement inenvisageable. Ce texte marque pour moi une défaite cuisante de la gauche, de cette gauche radicale et radicalisée qui n'a pour boussole que la fin de notre monde, la fin du monde tel que nous le connaissons. C'est grâce effectivement à un travail transpartisan, c'est grâce à l'amendement de Marine Le Pen que la majorité a réécrit rapidement, très rapidement, son texte qui sera soumis dans quelques instants au vote. C'est devant effectivement cette réécriture qui est un moindre mal, Marine Le Pen a effectivement retiré son amendement. Le texte voté ne change rien en termes de droit, puisqu'il renvoie à la loi. Mais ça n'est pas, je vous le rappelle, une protection absolue. C'est la raison pour laquelle il nous faudra rester de tout temps extrêmement vigilants. Ce texte, je vous le disais, est un moindre mal. L'ensemble des groupes s'étant exprimés, je vais mettre aux voix le texte de la proposition de loi constitutionnelle. Résultat du scrutin, votant 387, exprimé 369, majorité 185, pour 337, contre 32. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle.
La proposition de loi constitutionnelle est largement votée ce 24 novembre 2022. Une unanimité saluée par celle qui a porté le texte, Mathilde Panot. Collègues, je suis très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays, mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Je suis très émue de voir que malgré l'obstruction qui n'en a pas terminé jusqu'à son terme, nous avons su dégager collectivement un consensus avec la conscience du temps long, persuadés que nous faisons acte de progrès, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Aujourd'hui, collègues, l'Assemblée nationale parle au monde. Aujourd'hui, collègues, notre pays parle au monde. La France, en introduisant le droit à l'avortement dans la Constitution, serait la nation pionnière en matière des droits des femmes. Il est temps que notre pays s'affirme comme à l'avant-garde de la protection des droits sexuels et reproductifs. Monsieur le ministre, maintenant la balle est dans le camp du gouvernement. Nous espérons, et nous sommes nombreuses à l'espérer, nous espérons un projet de loi constitutionnelle qui nous permette d'aller plus rapidement sur cette question. Je veux ici remercier chaleureusement et sincèrement l'ensemble des collègues députés qui ont permis de recueillir l'assentiment de leur groupe et de travailler à cette formulation transpartisane. Je remercie Mélanie Vogel qui courageusement au Sénat a porté cette question il y a un mois. Je remercie évidemment l'administrateur M. Joly, mais l'ensemble aussi des services de l'Assemblée qui ont fait un travail remarquable. Je veux enfin dédier cette victoire historique que nous envoyons à la fois comme signal à notre pays, mais au monde, aux femmes des États-Unis, aux femmes de Pologne, aux femmes de Hongrie, dont le droit à l'avortement est aujourd'hui entravé, mais aussi, et elles sont là aujourd'hui, aux militantes qui, dans notre pays, luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur le Président Houllier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord m'associer aux mots qui viennent d'être dits par les différents orateurs et notamment par la rapporteure sur le message historique que la France délivre à la face du monde, et principalement quand on connaît les attaques que nous avons rappelées, principalement quand on connaît aussi notre histoire, puisque c'est 50 ans après le procès de Bobigny, j'ai eu l'occasion de le dire au début de cette discussion. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est ce que nous venons de voter, ce n'est pas le point final. Et ce que nous avons fait, nous pouvons le faire, y compris sans attendre un projet de loi du gouvernement. C'est pour ça qu'il était aussi essentiel de réécrire le texte que vous nous proposiez, d'être parfois un peu plus prudent, même si nous ne renonçons à rien sur la contraception. C'est pour ça qu'il était aussi essentiel de pouvoir inscrire ces dispositions dans le corps même de la Constitution et non seulement en son article 1er. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons ouvert la voie à un débat dans la Haute Chambre. Un débat qui nous implique tous, puisqu'auprès des groupes qui nous représentent également auprès de cette Chambre, nous avons une responsabilité. Un débat qui nous implique tous et pour lequel je prendrai ma part, en prendrant notamment attache avec le président de la Commission des lois du Sénat pour que ce texte chemine. Et je vous invite vraiment à considérer qu'il ne s'agit là, en dépit du fait qu'il s'agit d'un grand pas, que d'un premier pas. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Je prends acte avec beaucoup de solennité et de gravité du vote historique qui vient d'avoir lieu il y a de cela quelques minutes. J'ai tout à l'heure, dans mon discours, appelé de mes vœux que l'Assemblée nationale se prononce pour l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. C'est désormais chose faite et bien faite
avec une très large majorité. Le texte est adopté par le Sénat le 1er février 2023. Mais les sénateurs ont réécrit l'article unique. Ils ont remplacé la notion de droit par celle de liberté. Désormais, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron a annoncé un projet de révision constitutionnelle. Cette proposition de loi devrait en faire partie. C'est la fin de ce numéro des grands débats. À bientôt sur LCP.